Donc, il paraît qu'il y a 2 types de personnes. Selon les matchmakers, il y a Ok. le type de personnes qui mangent dans le lit, et le type qui ne mangent pas dans le lit. Mais c'est des personnes qui sont aucunement compatibles. Mais je savais même pas qu'il y avait des gens qui mangeaient dans le lit. Oui? Pas moi. Pas moi. Mais oui, Hein? absolument. T'as déjà connu des gens qui mangeaient dans le lit? Oui, mais tu sais, t'as déjà entendu ça, là, les petits déjeuners au lit? Ah, Moi, c'est si tu vrai, m'arrives- comme dans les films, Et on voilà. t'envoie un déjeuner dans le lit. Donc, C'est vrai que ça m'est jamais arrivé, j'ai juste jamais pensé à faire ça, c'est vrai. Mm. Parce que, genre, pourquoi je me lèverais pas pour manger? En plus, c'est sûrement pas confortable, autant confortable, là. Moi, tout ce que je pense, c'est les petites miettes qui vont être dans le lit. Après ça, tu te tournes, là, ça va te coller, il va y avoir des insectes. Non. Non, 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 non. Wow. Non, 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 non. Wow. J'avais vu une émission que la fille Uh-huh. dormait avec des sacs de bonbons. Avec des sacs de bonbons? Écoute, je peux pas rien Hein. Oui. Wow. Anyway, c'est parenthèse fermée. Tu dis quoi? J'ai dit parenthèse fermée. Bien. T'as 37 ans, Julie. Et t'as déjà vécu sur le plan biologique des grandes épreuves, Mhm. dont la ménopause. Oui. Après, on va expliquer aux gens pourquoi t'as eu ça, mais c'est quoi la ménopause? Donc, c'était vraiment la première question. Ah, la ménopause, dans le fond, c'est vraiment... il y a plusieurs aspects, là, mais c'est vraiment... Généralement, tu commences autour de 40, 50 ans chez les femmes. Et là, c'est la perte des règles. C'est, dans le fond, l'estrogène qui commence tranquillement à diminuer. C'est... tu veux changer complètement ta vie. Donc, c'est autant sur le plan physique, tu sais, qu'on parlait donc de sécheresse, qu'on parlait de... Ouais, bon. À ce niveau-là, après ça, ça va être aussi dans la lubrification, ça va être aussi au niveau psychologique. C'est souvent les moments où tu as envie de tout changer ta vie, parce que c'est le deuxième souffle de ta vie, dans le fond, comment je l'appelle. Après ça, c'est vraiment comment je l'appelle. Puis, tu as vraiment envie de changer. Où est-ce que tu t'en vas dans la vie? Tu te re-questionnes. Après ça, même au niveau des émotions, c'est des nouvelles émotions. Pour moi, c'était des nouvelles émotions à ce niveau-là, où ce qu'on avait... l'anxiété. Ça, c'est quelque chose que pour moi Wow. était totalement nouveau. Oui, j'en ai déjà eu un petit peu, mais à ce niveau-là, que c'est vraiment relativement très présent, qui fait même changer ta façon de vivre, que ce soit le stress, que tu le prends aussi différemment, que ce soit... fait que c'est ça, donc la ménopause... Est-ce que tu dirais que, en quelque sorte, t'as perdu le contrôle de toi-même Non. en ayant la ménopause, c'est-à-dire que dans le sens que tu as perdu le contrôle sur le plan de ton corps, c'est-à-dire que peut-être avant, genre, tu pourrais plus contrôler tes émotions ou tu pourrais être moins anxieuse si tu voulais, et maintenant tu me dis que tu es plus anxieuse. Est-ce que c'est quelque part, à quelque peu, une perte de contrôle de soi-même? Je l'avais jamais vu comme ça nécessairement, mais je sais pas si c'est une perte de contrôle ou une rééducation de soi. Donc, savoir que tout change dans la vie, donc tout est cyclique, donc vraiment un cycle ascendant, ce qui fait en sorte que est-ce que j'ai perdu contrôle ou j'ai regagné contrôle de ce qui devrait être? J'adore cette perspective-là. Parce que tu es capable de voir, en fait, le positif dans quelque chose qui s'est passé que peut-être que tu n'aurais pas aimé avoir dans ta vie aussi rapidement. Donc, j'adore cette manière de voir, en fait, la vie parce que ça te permet d'avancer sur le bon angle, dans la bonne direction, en fait. Le plus possible, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu dirais que d'avoir traversé cette épreuve-là, c'est quelque chose qui t'a rendu plus forte dans la vie? Oui, vraiment. Parce que tu peux pas passer au travers de... Est-ce qu'on peut peut-être dire aussi que j'ai la ménopause à cause du cancer? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien Parce que c'est vraiment des éléments qui sont venus ensemble de toute façon. Là. J'ai eu le cancer des ovaires quand j'avais 27 ans.
Donc, j'ai perdu tout mon système reproducteur. Je ne l'ai pas perdu, il n'est pas tombé, là. Mais du monde chirurgicalement, on l'a complètement enlevé. Donc, il y a plusieurs organes qui me manquent. J'étais à un stade 4. Donc, j'avais des métastases jusqu'à la rate. Donc, j'ai plus de rate aujourd'hui. Donc, j'ai une grande cicatrice au niveau de l'abdomen. Et donc, j'ai été cliniquement ménopausée à 27 ans. Donc, maintenant, ça fait 10 ans que je suis que je suis ménopausée, finalement. Wow. Ouais. Mais là, c'est vraiment une information critique, c'est-à-dire que tu informes aux gens que tu as eu un cancer à 27 ans, mais ça fait quoi avoir un cancer aussi jeune? Tu t'es senti comment? Est-ce que tu t'es senti trahi par la vie? C'est-à-dire que tu pensais avoir une telle trajectoire de la vie et on te dit, toi, non, tu n'auras pas ça. Ça a été très, 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 très difficile. Parce que, tu sais, à 27 ans, tu as plein de projets de vie. Comme tu dis, tu as vraiment une trajectoire de où est-ce que tu penses aller, où est-ce que tu veux aller. Puis finalement, tu sais, 27 ans, c'est quand même le moment où tu penses avoir des enfants. Et donc là, du jour au lendemain, littéralement, on m'apprend, bien finalement, tu n'as plus de système reproducteur, tu ne peux plus avoir d'enfants. Puis moi, j'avais, tu sais, j'ai quand même 3 chirurgies dans un mois. Donc, les premières, c'était, on va essayer de conserver ton utérus pour possiblement ter des enfants. Puis je me disais, non, 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 non. Si on garde mon utérus, ou on garde une ovaire ou un ovaire, puis finalement, j'ai un enfant, puis finalement, les métastases se propagent partout et je meurs. L'enfant à 5 ans, c'est pas juste pour personne. C'est pas juste pour l'enfant qui va perdre sa mère dans un si bas âge, puis c'est pas juste pour moi non plus. Donc, je m'étais dit, non, allons-y, on va t'enlever ça. Ce qui fait en sorte que, ouais, ça allait complètement changer ma vie. Wow. Complètement, complètement, complètement. Donc là, tu redessines ton plan de vie complètement. Donc, tu réapprends à te connaître. Comme on parlait tantôt de contrôle, tu apprends vraiment à connaître la nouvelle personne parce que à partir du 4 juin 2014 et le 5 juin 2014, commençais à être une personne complètement différente. Oui, on évolue toujours, mais là, c'était très drastique, les changements. Ça a été dans la ligne qui a suivi, c'était ultra drastique. Puis même encore aujourd'hui, je suis encore dans cet apprentissage-là de qui je suis, de comment mon corps fonctionne. Parce que je suis dans les premiers cas au Québec. Pour le cancer de... À cet âge-là, parce que c'est pour ça qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que j'avais. Ça a pris un petit moment parce que généralement, c'est des femmes qui sont beaucoup plus âgées. Donc, est-ce que tu peux dire, en fait, le cancer que tu as eu? Le cancer des ovaires. Le cancer des ovaires. Le cancer des ovaires. Puis, donc, pour les femmes de 27 ans, ça n'existait pas. T'sais, du moins, c'était pas documenté. Fait que... ouais, ça a été... fait que c'est ça. Donc, même encore aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec mon corps dans 10 ans? Je sais pas. On apprend à tous les jours. Ouais. Je sens que tu vois ça de façon quand même positive, même si c'est quelque chose qui doit être quand même difficile à vivre, en fait. J'aimerais poser une question par rapport à ça, mais je pense que je vais repousser ma question. Est-ce que tu pourrais juste te présenter brièvement aux gens qui ont la gentillesse d'écouter et supporter Parlons-nous? Mais présentez-moi. Ouais, te présenter, s'il te plaît. Bonjour, mon nom est Julie. Qu'est-ce que tu veux que je dise au juste? Ah, c'est toujours drôle. Tout ce que tu as envie de dire. Ça peut être bref, ça peut être long. C'est comme tu préfères. Il n'y a aucune instruction. OK. Donc, je m'appelle Julie. Je suis basée à Montréal. Je suis gérante d'artiste, disons-le. Poussons la nôtre à l'extérieur. Et j'organise des événements dans tout ce qui est la sphère de musique afro. À Montréal. Nice. J'ai plusieurs vies, malgré que j'ai 37 ans. Donc, et je suis poisson, ascendant lion et la lune en taureau. Donc... Tous ceux qui viennent à ce podcast qui me parlent de signes astrologiques, vous me tuez à chaque fois. Yo, en plus, on m'a déjà fait un épisode, genre, en fait, plusieurs filles ont fait mon astrologie à chaque fois. Ta charte complète? Ouais. Oh non, il y en a une que j'ai même posté ça et tout, mais j'oublie toujours ces choses-là pour être comme... Personnellement, c'est pas des croyances que je soutiens, mais je respecte ça. Toute croyance a le droit d'exister. Donc... Mais c'est une science à la base. Mais... C'est une science? Oui. Intéressant. Oui. Retournons à la science de ta vie.
C'était une remarque que je t'avais fait en fait, mais je pense que ça mérite d'être redit. Est-ce que tu trouves qu'en quelque sorte, même si tu as survécu ce cancer-là a tué l'ancienne toi, l'ancienne Julie? Oui. Je crois que fondamentalement, oui. Parce que c'est sûr que, comme je disais quand on se parlait un peu plus tôt, parce que fondamentalement, la personne que je suis ne va pas nécessairement changer. Mhm. Par contre, le cancer fait en sorte que la personne que j'étais avant n'existe plus à 100%. Comme oui, quand on disait, il y a l'évolution, il y a les changements, il y a l'apprentissage, mais la façon que je vois les choses, la façon que je perçois la vie, la façon que je marche même dans la vie, que je prends des décisions, comment je suis beaucoup plus proche de mes émotions que je l'étais avant, même j'étais complètement bloquée, ce qui a fait en sorte que la personne dans le carcan dans lequel j'étais n'existe plus du tout là, depuis le cancer. Là, ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que c'est quasiment un... j'ai la gratitude, malgré que c'était une épreuve qui était super difficile, j'ai quand même de la gratitude d'avoir vécu ça pour qui m'a permis d'être sur le chemin que je suis aujourd'hui. Wow. Ouais. Dans le fond, ça t'a permis d'être une personne plus forte sur le plan mental, dans le fond. Même plus, tout, vraiment. sur tous les plans, aspects. Mm-hmm. Wow. Ouais. C'est vraiment bien et ça m'a fait penser à quelque chose que je trouve qui mérite d'être demandé. Tu te sens comment quand t'affrontes la mort? Parce que c'est pas tous les êtres humains, surtout dans la jeunesse comme moi, j'ai pas dit que t'es vieille, surtout dans la jeunesse comme moi, qui n'ont pas encore affronté d'épisodes où ils avaient des chances de réellement mourir. Ça fait quoi quand tu dis peut-être je ne serai vraiment pas là demain? C'est... Je sais pas s'il y a un mot, honnêtement. C'est l'absolu, dans le fond. C'est... tout le monde, on le sait. Vas-y. J'adore que tu aies dit c'est l'absolu. Est-ce que ça veut dire que quoi? Tu étais un être qui vivait juste l'instant présent peut-être. Mais pas l'instant présent, mais qui faisait juste exister dans le sens. Et le fait d'affronter la mort peut-être t'a fait sentir la plénitude de la vie, la plénitude de l'expérience que tu vivais. Oui, honnêtement, c'est une très belle façon de le voir. Mais oui, parce que tu vois, dans l'absolution, on sait que tout le monde va mourir. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, on parle physiquement. Après ça, il y a des croyances qui disent que... Mais physiquement, notre corps va tous nous laisser. Après ça, oui, ça permet de refaçonner la façon que tu vois la vie. Fait que ça permet de justement dire « Ah ouais, OK. Donc là, il y a beaucoup d'expériences que j'ai pas vécues, que j'aimerais vivre. Des affaires que j'ai vécues que je ne veux plus jamais vivre. » Donc, ce qui fait en sorte que, oui, les décisions sont différentes, puis la façon de voir la vie va complètement changer. Du moins, ça l'a fait pour moi. Fait que c'est sûr que il y a une texture à la vie qui devient plus réelle. Donc, on le sait que... parce que c'est tellement intrinsèque, c'est tellement délicat comme sentiment, parce que c'est quelque chose que si tu le vis pas, selon moi, c'est difficile de le comprendre. Tu sais, autant qu'on parle de cancer, si tu n'as pas passé au travers le cancer, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que le cancer et tout ce que ça l'amène. Mais quand on parle de la mort, dans l'absolution de la vie, quand tu n'as pas été en face de ça, je pense que c'est difficile de le comprendre. C'est difficile, surtout moi, de l'expliquer. C'est quoi que ça fait autre que... Tu dis, hey, je peux arrêter d'exister. Je vais arrêter d'exister. Puis moi, après, ça l'a déclenché là, une peur incroyable de partir et de rien laisser derrière moi. C'est ce qui a fait vraiment là, j'ai voulu déplacer des montagnes encore aujourd'hui pour avoir un legacy quand je vais quitter, parce que je ne peux pas avoir d'enfants, je peux pas avoir laissé un petit moi sur cette terre. Donc je me dis, OK, mais moi, je suis venue ici pourquoi finalement? Donc, ouais. Il y a une statistique qui m'étonne en fait depuis que j'ai commencé Parlons-nous. Le fait que 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Est-ce que ça serait pas en quelque sorte la réalisation que peut-être l'être le plus cher sur la planète à notre égard, qui est nous-mêmes, n'est peut-être pas aussi important que ça?
n'est-ce pas le choc qu'on espère, l'expérience qu'on a lorsqu'on est confronté à la mort? Peut-être que, dans le sens que chacun de nous pense qu'on est l'être le plus important de la planète. Et après, on te dit que cet être le plus important de la planète va pas exister, ne risque plus d'exister. Est-ce que tu te sens pas juste impuissant et genre, waouh, je suis peut-être rien? Ben oui, mais ça, c'est la mort de l'ego. Là, c'est la mort de l'ego. C'est dire, ah, mais justement, je suis l'être le plus important dans cette vie pour moi. Mais ça, c'est une partie d'ego. Donc là, l'ego, c'est complètement, c'est complètement parti. Là, tu dis, ah ouais, donc moi, finalement, effectivement, ben, je suis un parmi ou une parmi tant d'autres. Et là, est-ce que ça revient à la croyance de nous sommes tous un? Après ça, il se passe quoi après? Là, c'est les grandes questions philosophiques et psychologiques, non, spirituelles. T'as affronté la mort. Oui. Ah, c'est que... choquant quand tu le dis comme ça. Choquant, comme, oh, c'est vrai, j'ai vécu ça, moi. Je suis un acteur, hein. Mais est-ce que le fait d'avoir affronté la mort, le fait d'avoir affronté cette épreuve qui est ce cancer-là, t'a rendu spirituel? Je l'étais déjà avant, mais ça m'a apporté un autre niveau complètement, parce que pour moi, la spiritualité, ça fait partie intégrale de ma vie. Oui, absolument. Oui, absolument. Ça fait partie de ta vie? Ah oui, oui, mais je dis, je le... je sais pas c'est quoi en français, mais je le convie, je le vis, je le véhicule tout le temps. Tu sais, pour moi, c'est là. Je suis très consciente que c'est là, la spiritualité, que nos façons de penser, ce qui se passe après, c'est le voir. Ben oui, absolument. Ah oui, oui, oui. C'est quoi qui se passe après? C'est une grande question, ça. Et bien évidemment, c'est à ton avis, bien sûr. Bien sûr. C'est une grande question. Qu'est-ce qui se passe après? Je crois beaucoup à la réincarnation. Excuse-moi, parce que genre, sûrement que tu t'es posé, mais tu as dit que tu t'es posé ces questions-là et sûrement tu te les as posées, mais comment tu as rationalisé, comment tu as pensé à l'après-vie quand tu étais confronté à la mort? Je pense que c'était par stade. Parce que quand tu es vraiment confronté, on dirait que c'est une finalité. C'est une finalité. Là, on me disait, ah ouais, tu vas te réincarner. Je dis, yeah, right. Sure. Là, je sais que je n'existerai plus. Donc, moi, Julie, n'existera plus comme je suis aujourd'hui. Et là, ça vient quand on parlait de l'ego. Après ça, tu dis, OK, bon, là, la phase de peur se tamise un petit peu. Et là, ça devient, OK, bon, il se passe quoi finalement? Là, après, parce que là, je l'ai vécu, je le vois. C'est plus un jour, ça va arriver. Là, c'est maintenant, je sais que ça s'en vient. Fait que là, c'est sûr que là, ça a quand même changé les perspectives. Là, ouais. Wow. Fascinant. Fascinant parce que je suppose que la plupart des gens qui écoutent ça n'ont juste jamais vécu une expérience dans laquelle ils étaient sur le point de mourir. Et je suppose que ça changerait à jamais toute personne qui y fait face. J'aimerais te demander une question que je trouve quelque peu profonde, en fait. Allons-y. Plongeons. Tu disais que tu avais une vie avant ce cancer-là. Tu avais un copain avant ce cancer-là. Tu avais des ambitions de fonder une famille avant ce cancer-là. Est-ce que le fait d'avoir eu ce cancer-là a gâché ta vie? Non. Je sais que c'est cru comme question. Non, je crois pas. Je crois pas que ça l'a gâché. Je crois que ça m'a amené sur une différente trajectoire. Tout simplement. Je pense que mon purpose... Mm-hmm. Que mon purpose, c'était pas nécessairement
ce que je crois, ce que je croyais qu'il était avant que j'aie le cancer, personnellement. Tu sais, comme je dis, je suis dans la gratitude quand même d'avoir vécu ça, parce que ça m'a amené une place où je me sens fondamentalement bien. Vas-y. J'adore le fait que tu as dit que tu es dans la gratitude. Comment quelqu'un qui a vécu quelque chose d'aussi injuste à 27 ans, le fait de vivre un cancer à 27 ans, le fait de devenir ménopausé à 27 ans, comment tu as le culot d'être grateful, c'est-à-dire d'avoir de la gratitude? Comment tu as le culot d'avoir de la gratitude malgré toutes les choses horribles qui se sont passées dans ta vie à un si jeune âge? Je pense que c'est avec le temps. Le temps, puis je pense que la spiritualité a beaucoup aidé, puis la thérapie. Tout ça a vraiment beaucoup aidé parce que ça me permettait justement de m'enlever de ma position de victime. Puis je me disais, bon, ben, je l'ai de toute façon, donc passons au travers. Puis après ça, après du recul, c'est là que tu regardes le positif de ce qui en est ressorti. Donc, c'est pas tout négatif. Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Absolument. Est-ce que c'est un parcours qui est difficile? Oui, c'est un marathon sur la longueur d'une vie, toi. Mm-hmm. Mais du coup, ça m'a apporté quand même beaucoup de positif. Mm-hmm. Aujourd'hui, je crois que le fait que je suis de plus en plus bien avec qui je suis, qui me dit, ben, si je suis aujourd'hui où ce que je suis rendue, ben, ça fait partie de mon parcours. Ouais. Donc, je le regrette pas. Wow. Je regrette pas que c'était là, oui. Est-ce que le cancer a fait sortir la vraie toi? Peut-être que l'ancienne toi n'avait pas peut-être le courage de vivre à 100% ce qu'elle voulait faire ou faire à 100% ce qu'elle voulait faire. Mais j'ai l'impression que la toi du cancer, c'est comme la toi rebelle qui se permet de faire ce qu'elle veut vraiment faire maintenant dans la vie, peu importe ce que les gens pensent. Amen! Absolument. Je suis d'accord. C'est très, très bien dit. Je suis complètement d'accord. Je crois que oui. Wow. Oui. C'est une belle réflexion, ça. Oui. La maladie t'a rendu une guerrière en quelque sorte. Mais je crois que je l'étais déjà. Parce que sinon, j'aurais pas pu passer au travers. Mais après, tu te rends compte que, oh là, OK, j'étais tête d'une générale. Ouais. Pour ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, par exemple, leurs parents ont du cancer, ou ils ont eux-mêmes le cancer, ou ils ont une maladie extrêmement grave, est-ce que tu aurais un conseil vis-à-vis de leur situation? C'est-à-dire, est-ce que tu as une recommandation pour eux pour qu'ils s'en sortent un peu plus facilement? Même si je sais que c'est pas facile, mais est-ce que tu aurais des recommandations pour comment garder le moral malgré ces épreuves-là? Je crois que, mais pour moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, ça a été mon support autour de moi, mon support system. Donc, de ne pas s'isoler. C'est super important. De ne pas s'isoler parce que quand on s'isole, là, c'est là qu'on commence à faire du overthinking tranquillement. L'humain a besoin de relations, de besoin d'autres êtres humains. Puis, passer au travers de situations aussi difficiles que ça, être entouré de gens, je pense que c'est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a grandement aidé. Donc, ouais. Wow, et ça permet en même temps de marquer un point que je répète depuis plusieurs épisodes, que la richesse matérielle ne vaut rien. C'est vraiment la richesse relationnelle et spirituelle qui est la plus importante pour un être humain. Donc, t'as beau avoir toutes les possessions matérielles, mais si t'as pas la richesse relationnelle et spirituelle, ça sert à rien tout ce que t'as. Donc, c'est vraiment important de travailler sur ça, parce que les choses matérielles sont éphémères, mais les choses plus relationnelles durent dans le long terme. Donc, c'est important de prendre soin de tes relations. Et de ta santé. Exactement. Tu as raison sur ce plan-là. Quand on discutait, il n'y a pas si longtemps que ça, tu m'as fait comprendre en fait que oui, on guérit d'un cancer, mais tu as guéri du cancer, mais tu n'es plus toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des séquelles encore, il y a des conséquences encore sur le plan physique d'avoir vécu un cancer. Est-ce que tu peux un peu plus nous éclairer? Parce que moi, j'avais l'impression que quand on disait que quelqu'un est guéri d'un cancer, il retournait à la vie normale comme avant. Mais apparemment, c'est pas le cas. Pas pour moi.
sais, donc, dû au fait que j'ai eu le cancer, donc, je veux pas, après ça, moi, j'ai une très, très grande cicatrice. Donc, tout le tissu cicatriciel fait en sorte que c'est plus difficile. Donc, même dans certaines extensions, je le sens. Donc, ça, c'est vraiment juste un mini détail. Mais après ça, si on parle au niveau... donc, le système reproducteur a été enlevé. Donc, déjà là, je peux pas avoir d'enfant. Après ça, je suis ménopausée. Donc, ça, c'est une conséquence d'avoir eu le cancer, ce qui fait en sorte que, donc, on parle de sécheresse vaginale, on parle de changement hormonal, on parle même au niveau des relations sexuelles, ça change. Tu sais, il y a un self-care que je pensais pas avant, que je dois penser aujourd'hui. Donc, tu sais, il y a plusieurs éléments qui sont toujours en considération. La façon de manger. La façon de manger? Oui, la façon... Je blague. Ouais. Ce que tu manges. Ok. Je blague. Attends. Mais what? Non. Parce que j'en ai dit quelque chose. Je vais rester... Mais, tu sais, mettons comme l'alcool, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est toujours en considération continuellement. Là. C'est quelque chose qui m'a côtoyé pour toujours, d'après moi. Longtemps. Mm-hmm. Wow. Maintenant, tu as 37 ans. Et... Pourquoi tu t'es mis à rire? Elle est végane. Je te montre à la liste. Elle est ménopausée. J'ai 2 chats. Oh my God, elle est célibataire. Elle est là. Oh, mais non, je niaise. Mais... Attends, mais c'est vrai. Ouais. Attends. Ok, je vais poser la question classique parce que je pense qu'il y a certains qui ont remarqué ça. Allons-y. T'as 37 ans. Oui. Gars, je pense que j'ai 37 ans. T'as 37 ans. Oui. Et t'es célibataire. Oui. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs choses, là. Je crois que... il y a une chose qu'après le cancer, pour moi, qui était super important. Bon, après ça, j'ai des histoires très, très étranges. Mais je veux pas settle for settle. Donc, pour moi, c'est souvent dans la société, on pousse pour que les couples se mettent ensemble, ne pas être seul, tellement la peur d'être seul, tellement la peur de ne pas avoir l'amour, etc. Et qu'on se met des fois dans des relations qu'on ne devrait pas nécessairement être. Puis c'est quelque chose que... Ouais, pour moi, c'est important. Si je suis avec toi, c'est que j'ai envie d'être avec toi. Encore là, j'ai appris, j'étais avec des personnes que c'était très, 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 très toxique. Mais je reste de moins en moins longtemps dedans parce que je me dis non, je préfère être seule. Puis ça aussi, c'est l'apprentissage d'être bien avec soi et d'être bien seule. Puis ça serait au travers des années de travailler sur moi et sur qui je suis, sur ce que j'aime et de justement être bien avec moi. Qui fait en sorte que si tu n'es pas dans je l'ai quoté dans mes standards, mais dans ce que moi je recherche, ce qui moi me fait vibrer, ce qui moi me nourrit, ce que moi je peux t'apporter quelque chose et que tu m'apportes quelque chose, ça va pas m'intéresser. Fait que je préfère, ouais. Hey, j'aimerais profiter de cette occasion pour te remercier d'écouter la vidéo. Si tu adores ce que je fais, n'hésite pas à le partager. Okay. Je suis pas pressée. Non, tu as une maturité sur le plan relationnel qui fait en sorte que tu n'as pas accepté des choses qui qui ne sont pas de ton niveau, qui n'atteignent pas ton standard, dans le fond. Ouais. C'est une bonne philosophie. Et aussi, je trouve que quand tu es jeune, en fait, tu baisses beaucoup ton standard et je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait parce qu'on a quasiment peur d'être seul. Donc, tu as vraiment raison de avoir des standards et les respecter parce que les respecter prouve en fait que toi aussi, tu te respectes comme personne. Je voulais en fait un peu revenir rapidement un peu sur le fait d'avoir affronté la mort par le cancer. Est-ce que tu dirais... En fait, non, la meilleure question, c'est la suivante. Est-ce que tu as peur maintenant? Est-ce que tu as peur parce que tu as affronté la mort? Quand tu affrontes la mort, est-ce que tu as peur de quelque chose dans la vie maintenant? 100%. Oui. Et l'être humain... Ah, ça, c'est pas moi. Non, c'est ça. L'être humain a cette facilité
Mhm. d'oublier. Hmm. Donc, malgré le fait que j'ai rencontré ce qu'était la mort, je l'ai regardé en plein visage, mais on peut pas vivre une vie à juste penser à la mort, sinon on vit pas. Ce qui fait en sorte que on se remet dans une position de revivre la vie. Est-ce que par contre, c'est plus facile de voir « Oh, attends, je pense que je suis un peu à l'extérieur, là, je vais me remettre, la mort est là. » Est-ce que les peurs ont changé ou ont diminué? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vont faire plus peur? Oui. Mais des choses que je vois ça de façon beaucoup plus petite, parce que par avant, c'était probablement une grande montagne. Mais encore là, quand on parlait de la ménopause, on parlait de l'anxiété. Des fois, il y a des choses qui me font super peur, mais je sais que c'est psychologiquement que... Mais j'ai pas peur de mourir pour ça, là. Ouais. Je trouve ça très intéressant, mais ça m'a fait penser à quelque chose de totalement différent, mais en même temps, dans le sens même de ce que tu viens de dire. Parce que tu as dit, tu as affronté la mort. Ouais. Tu as vu la mort. Ouais. La mort ressemble à quoi? C'est quoi le visage de la mort? Quand... c'est comme... je pense que je l'ai eu en 2 fois. Quand on me l'a annoncé, ou que là, c'était juste le néant. C'était le néant. Il n'y avait rien d'autre que le néant. Il n'y avait rien. Après ça, ça a été sur mon lit d'hôpital. Ah, ça, j'ai jamais vraiment raconté ça comme ça publiquement, là. Mais sur mon lit d'hôpital où j'allais vraiment, vraiment pas bien, là. J'avais 7 tubes à l'intérieur de moi. J'étais sur les médicaments, j'avais la misère à bouger. C'était vraiment très, très difficile. J'avais des tubes, je vomissais. Anyways, c'était vraiment un moment très, 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 très crucial dans mon cheminement. Puis, il y a un moment où je me disais, je me souviens, mon copain à l'époque et une de mes très bonnes amies à l'époque aussi, ils sont partis. Puis, je me suis dit, ah, là, je crois que c'est la fin. Genre, j'en peux plus. Je pense pas que... Quand tu me demandais est-ce que j'ai des doutes, ce moment-là, je me suis dit, ben, ça vaut pas la peine. Je pense que... Pourquoi je me bats finalement? Tu sais, là, je vois pas le bout... La lumière au bout du tunnel, là, je la vois pas du tout. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais je suis partie, là. Donc, on parle, mettons, des voyages astro, là. Si vous croyez ça, vous croyez pas. Mais ce que là, tu vois, moi, c'était vraiment comme si j'avais des êtres qui m'attendaient puis qui m'ont dit non. C'est pas ton temps. Retourne. Puis ça, le lendemain, on a commencé à m'enlever les tubes. Littéralement, les tubes commencent à sortir. Là, j'allais de mieux en mieux. Donc, après ça, est-ce qu'on parle d'un moment? Donc, est-ce que je pourrais voir un petit peu... Ça, c'était une image que j'ai eue, tu sais. Est-ce que c'est mon esprit qui a fabulé? Je sais pas, mais ça a quand même été une pierre angulaire dans ce que j'ai vécu. Oh. C'est comme si tu avais une expérience hors de ton corps, une expérience purement spirituelle et pas physique. Ouais. Incroyable et intéressant. Intéressant pour vrai. Ah, ça, c'est de l'inédit public. Ouais. Parlons-nous, je suis le psychologue de Montréal. Non, je blague. Je suis aucunement un psychologue pour vrai. Mais c'est qualifiable, en fait, on peut quasiment dire que c'est fantastique sur le plan que c'est fantastique dans le sens que c'est une belle expérience et fantastique dans le sens que c'est incroyable. Genre, surtout le fait que tu dis que tu as une expérience purement spirituelle et non physique. Ouais. Est-ce que tu as eu peur d'avoir une telle vision? Non. Mais en fait, c'était comment en fait? Parce que genre, tu dis ça comme ça, mais nous, on n'a aucune idée de c'est quoi. Parce que, genre, non, parce que nous, on est des êtres... la plupart de ceux qui regardent ça, ils ont juste eu des expériences physiques. Et l'unique expérience spirituelle qu'ils ont, c'est peut-être les rêves et tout. Mais genre, tu dis que tu étais quasiment t'étais sur ton lit d'hôpital avec plein de tubes en toi, mais comme... Et là, tu as une expérience purement spirituelle. Et tu étais consciente, je suppose, quand tu avais vécu ça. Ou c'était comment, en fait? Tu te sentais comment? C'était...
à la base, il y avait une certaine crainte du fait que il se passe quoi, mais en même temps, c'était tellement dans la zénitude. J'étais correcte avec ça. C'était comme j'allais vers quelque part, puis c'était ça, tu vois, parce que j'étais rendue là dans mon cheminement, I guess. Et après ça, tu sais, c'était comme un essai c'est super dur à décrire, honnêtement, là, parce que c'est vraiment... Puis probablement que moi, je l'ai vu d'une façon, peut-être que quelqu'un aurait vécu la même chose, verrait quelque chose de complètement différent. Mais je sais qu'il y avait trois êtres que je peux pas dire qui ressemblent à quoi, je peux pas dire whatever, mais c'était 3 entités, je sais pas, honnêtement. Mais fais attention, nous les chrétiens de ce monde, ils vont dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein. Mais c'est la Sainte Trinité. Ouais, la Trinité. Je suis née le 3 mars. Ah ouais, c'est ça, oui, c'est la Trinité que tu as vue? Je suis née le 3 mars, donc 0303, à 3h00. Yeah. Donc, le chiffre 3, donc... je sais pas si c'est pour ça, mais oui, c'est la Sainte Trinité, oui. Ok. T'es chrétienne ou... Non. Non. Je crois en une force supérieure, mais je crois non. Ok, intéressant. Est-ce que tu dirais que tu comprends le sens de la vie présentement, du haut de toutes les expériences que tu as eues et de ta maturité que tu as acquis au fil du temps? Est-ce que tu... En fait, non. C'est quoi le sens de la vie maintenant? La vie, c'est quoi pour toi? C'est de l'expérience. Pour moi, c'est de l'expérience. C'est expérientiel. On est ici pour vivre des expériences puis pour devenir de meilleurs humains. Vraiment. C'est vraiment le... Je crois qu'on est ici pour apprendre des choses. Tu sais, moi, je crois à la réincarnation. Donc, je crois que à chaque vie, on revient puis on évolue de plus en plus pour aller vers justement cette unité. Donc, je crois que c'est vraiment pour travailler sur soi tout en étant dans l'expérientiel. Donc, vivre d'expérience, ouais. Donc, le fait de se réincarner, ça te rapproche d'un être que tu devrais atteindre. Un ascensionné, être plus évolué de toi-même, une version plus évoluée de toi-même. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est ma croyance. Après ça... C'est intéressant. Ouais. Non, on est à Parlons-nous, donc on parle un peu de tout, hein. Et je sais, les gens qui disent « Ah, c'est communication homme-femme, on n'a pas entendu ça, mais c'est pas grave. » Dans le sens que... non. Dans le sens que, ouais, parfois aussi, je vais faire des épisodes un peu que... On parle pas de ça et on discute, tu comprends, et on parle un peu de tout et de rien. Donc, ça va être ça le thème de cet épisode. Le thème de cet épisode, c'est la maladie, mais aussi la fortitude, la force mentale. Et c'est quoi le sens de la vie, on dirait. C'est quoi profond. Le sens de la vie? Non, mais oui, moi, je trouve que c'est intéressant et ça mérite d'être. Oui, parce qu'on voit trop de choses décourageantes sur Internet, c'est-à-dire qui n'augmentent pas tant l'intellect et qui font pas réfléchir les gens. Et je veux faire partir de la solution. Je veux créer que ça soit une plateforme où les gens partagent leur expérience de vie et qu'on puisse apprendre aussi de ces personnes-là. Et je pense que, genre, toi, la conversation que j'ai avec toi présentement, ça va vraiment aider beaucoup de gens. J'espère. Ceux qui n'ont jamais eu de maladie et ceux qui vont avoir des maladies et ceux qui ont des maladies présentement. Je pense que peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera peut-être comme toi sur le lit d'hôpital en train d'écouter ça et dit « Oh my God, cette femme a tellement donné de la force. » Genre, j'apprécie tellement ce qu'elle a dit. Non, pour vrai, parce que on réalise pas l'impact des choses qu'on fait. Par exemple, cette vidéo-là, la discussion qu'on a sera un impact réel sur des êtres humains et j'espère que ça sera un impact positif. C'est ça le but qu'on veut avoir. C'est ça l'objectif, je comprends. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup ça, là, que ça soit inspirant, que justement, que j'ai tellement passé au travers d'expériences dans ma vie que si ça peut aider quelqu'un ou ça peut... amener une inspiration quelconque, là. Tu parlais même de soi ou éventuellement, mais même quelqu'un autour de soi. Tu sais, des gens, un ami, un parent, de la famille qui tombe malade, c'est aussi pas évident. C'est vraiment pas évident. Non. Hey, si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas de me contacter sur Instagram. Mon lien est dans la bio. Tu vas dire encore oui, je connais mon âge. Là, t'as 37 ans. Gars, j'ai 37 ans! Non, c'est-à-dire,
tu as bientôt 40 ans. Oui. Et si on, Ouch, on oui. avance 5 ans plus tard encore, donc 45 ans. Ta vie de rêve devrait ressembler à quoi à 45 ans? Ah, c'est une bonne question. J'aimerais ça avoir un empire, d'avoir vraiment bâtir une société qui fait en sorte qui permettrait de autant créer de l'emploi, que je puisse voyager, que je puisse avoir cette liberté-là de pouvoir faire ce que j'ai envie, mais aussi pour moi, c'est super important de créer des opportunités. Donc, pour moi, là, c'est dans 45 ans, j'aimerais avoir une société qui met les gens en lumière, qui met j'aime beaucoup l'art et la culture, donc qui met vraiment les artistes, qui mettent la culture de l'avant, puis que je puisse être contributeur ou contributrice, du moins, dans cet égard-là. Ah oui, oui, absolument. Oh, très belle ambition et je trouve que c'est totalement réalisable, surtout avec le nombre de choses que tu fais. Merci. Mais si j'avais une légère critique à faire, tu as parlé juste sur le plan professionnel. Effectivement. Et j'ai l'impression, peut-être que c'est peut-être une conséquence des épreuves que tu as eues. Est-ce que tu as un peu abandonné la vie familiale à cause de ce cancer que tu as eu, à cause de cette ménopause que tu as eue en étant aussi jeune? Est-ce que tu as abandonné l'idée d'avoir une famille? Quand je dis famille, genre un couple qui se voit dans le temps, ou même famille dans le sens, est-ce que tu as abandonné le fait d'avoir des enfants? C'est-à-dire, on peut avoir même des enfants en les adoptant. Est-ce que tu as abandonné la famille humaine par les épreuves même que tu as vécues? C'est une super bonne question. Je pense que quand on me pose cette question-là, c'est tellement... parce que c'est juste moi que je peux projeter dans le temps. Parce que c'est mon expérience et ma vie. Par contre, une affaire qui, pour moi, parce que ça revient un petit peu à... j'aimerais ça, mais je peux pas nécessairement le contrôler. Tandis que ma profession ou comment je me sens avec moi-même, plus en zénitude avec qui je suis, c'est quelque chose sur quoi je peux travailler. Par contre, pour répondre à la question, pour moi, qu'est-ce qui serait génial, c'est d'avoir un partenaire de vie. Tu sais, quelqu'un avec qui on partage quelque chose, qu'on bâtit quelque chose ensemble, 100%. On parle d'enfants. Pendant longtemps, je me suis dit, ah, bon, OK, peut-être je peux adopter, peut-être que si quelqu'un a un enfant, absolument, tu sais, je veux dire, j'ai vraiment, tu sais, je suis maternelle, j'aime les enfants, mais est-ce que je vais faire des démarches personnellement pour adopter? Non. Si ça l'arrive, oui. Donc, c'est pas quelque chose que je me dis que ça va être dans 10 ans ou dans 5 ans, quelque chose qui va faire partie de ma vie. Si ce l'est, c'est merveilleux, mais c'est pas dans mes objectifs de vie. Ouais, je vois. Dans le sens que tu es prête à l'accepter si la vie te donne, mais genre, si ça arrive pas, ça arrive pas et c'est pas tant une urgence que ça. Mais c'est pas ce qui va me sentir que je vais être accomplie en tant que personne. C'est vraiment... tu sais, quand que je regarde, même quand on parlait de partenaire, c'est toujours j'ai envie d'être avec toi, pas j'ai besoin de toi. Fait que ce qui fait en sorte... Il y a une nuance. Ouais, il y a une grande nuance selon moi. Non. Est-ce que tu dirais en quelque sorte que tu es une femme quelque peu très indépendante? La vie me fait en sorte que j'ai pas eu le choix, mais j'ai pas de... Je suis pas dans l'over independence. Dans le sens que j'ai pas de problème à partager, j'ai pas de problème à vivre, j'aurais pas de problème à vivre avec quelqu'un puis à bâtir quelque chose avec quelqu'un. Là, je suis seule, donc j'ai pas le choix d'être dans l'indépendance. Je pense que j'ai une très bonne question pour toi. toi. Oh là là! Des discussions qu'on a eues tantôt, en fait. Ah oui? Genre... On devrait peut-être faire une petite parenthèse, on aurait parlé 3 heures avant. Ouais. On a fait un autre podcast. Ouais, c'est vrai, c'était tout aussi intéressant. Oui, absolument. Est-ce que tu crois que l'homme et la femme ont un rôle à avoir dans un couple? Un rôle prédéfini? Ouais. Ça devrait pas.
Dans le sens que... Ben, est-ce que tu peux juste définir un peu plus ta question? Mais est-ce que tu trouves que l'homme et la femme ont un rôle? C'est comme tu l'interprètes, dans le sens que genre... De la façon hétéronormative? C'est... Ben, j'ai dit homme et la femme, donc c'est... Tu comprends. Non. À vrai dire, la société nous fait en sorte que on pense que la femme devrait agir d'une certaine façon, l'homme d'une certaine façon. Après ça, est-ce que c'est une réalité dans laquelle on vit aujourd'hui? Oui. Mais honnêtement, comme je ne crois pas. Je ne crois pas que la femme devrait être à la maison. Elle doit obligatoirement cuisiner. Honnêtement, c'est pas quelque chose que moi, je suis comme « Oh my God! » J'apprécie que c'est lui qui a cuisiné tantôt. C'était excellent. Puis, tu sais, ce qui fait en sorte que, tu sais, moi, c'est genre, j'adore goûter. Mais si tu me mets à la cuisine, bon, c'est pas nécessairement la place que je préfère, tu sais. Fait que, est-ce que, en théorie, c'est considéré comme un rôle féminin? T'sais, fait que, non, je crois pas. Je crois qu'on se fait pousser pour aller dans certaines cases, dans certaines catégories que je crois pas qu'on devrait être. Donc, ta perception, c'est que les rôles que les hommes et la femme ont dans cette société, sur cette planète, c'est dû au fait même qu'ils vivent dans un certain type de société. Donc, ce n'est même pas naturel. Je crois. Là, j'entends les gens. Oh my God, elle dit n'importe quoi. Hey, guys. Pensez-y, là. Non, c'est juste toi qui me fais rire. Non, là, je ris, mais je me moque pas de toi. Mais je sais. Mais genre, t'inquiète. Tu dis que l'homme est... Il n'y a même plus de sérieux, là. On est où? Désolé pour ça, mais tu dis que l'homme et la femme n'ont pas de rôle à jouer dans un couple. Et que aussi que... Pendant que tu t'étouffes, ouais. Mais... Ouais, vas-y. Mais je pense qu'il y a une très grande pression chez l'homme et la femme d'agir d'une certaine façon. Que, tu sais, des fois, comme on dit, mais l'homme, c'est le provider, il devrait être le provider. Mais pas nécessairement. Tu sais, c'est pas obligé que l'homme doit provide pour la famille, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. La femme peut le faire aussi, elle est sur le marché du travail, tu sais. J'en connais, là, des pères qui sont à la maison, puis c'est correct. Oui, vas-y. Est-ce que toi, tu accepterais de le faire pour un homme? Parce que tu dis que c'est pas obligé. Est-ce que tu sortirais avec un homme que c'est toi qui dois faire pourvoir pour cet homme-là, c'est-à-dire que tu dois apporter la nourriture sur la table, tu dois travailler beaucoup plus que lui. Est-ce que toi, tu te mettrais dans une telle situation-là au long terme, c'est-à-dire toute ta vie, c'est toi qui pourvois pour cet homme-là? C'est une bonne question. Parce que pour moi, ce qui m'attire chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui va avoir du drive, qui va vouloir bâtir quelque chose. C'est souvent des entrepreneurs, c'est souvent des gens qui sont charismatiques. C'est souvent des gens qui ont un certain type qui fait en sorte que si quelqu'un que je dois provide pour le restant de mes jours, donc il y a des caractéristiques qui vont peut-être pas nécessairement me faire vibrer. Fait que donc, si quelqu'un, mettons, est dans le... Je dois l'aider, absolument, il n'y a pas de souci. Mais encore là, souvent, vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Là, on a tous des moments, on a tous besoin de se faire aider, on est là pour s'épauler, qui revient au partenariat, que je crois beaucoup plus, même que pouvoir provide pour quelqu'un. Encore là, parce que moi, personnellement, c'est pas des caractéristiques... Il y a certaines caractéristiques qui me font vraiment... qui m'attirent tout particulièrement. Ouais. Donc, voilà. Mais... Là encore, mais genre, tu viens de dire que genre c'est acceptable pour une femme de provide pour un homme, mais toi personnellement tu le ferais pas par ta réponse. Mais pour les avocats du diable, c'est-à-dire, ça veut pas dire que c'est mon opinion, mais je vais l'avancer comme ça. N'est-ce pas hypocrite de dire aux hommes que c'est acceptable que une femme provide pour toi, mais
toi, par ta nature même, t'es même pas intéressé par un homme pour un homme que tu devrais pourvoir pour cet homme-là. Genre, je comprends ce que je veux dire parce qu'il y a plein de femmes qui avancent le fait que ça leur dérangerait pas que c'est pas problématique qu'une femme pourvoie à leurs besoins. Mais quand tu poses la question à ces mêmes femmes-là, est-ce que tu accepterais d'avoir un mari que tu devrais provide pour lui toute ta vie? Elles répondent non, comme tu viens de faire à l'instant là. Est-ce juste envers la gente masculine d'avoir de tels propos? C'est-à-dire, c'est comme si tu avances un idéal, mais en réalité, toi-même, cet idéal-là, tu le veux pas parce que tu n'es même pas attiré par ce type d'homme-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut être quelque peu dommage parce que il y a plein de personnes qui ont cette attitude-là et ça fait en sorte que certains hommes ont une désillusion. C'est-à-dire qu'ils croyaient peut-être à la première phrase, mais en réalité, c'est la deuxième phrase qui existe. C'est-à-dire que oui, ouais, on peut pouvoir pour toi, mais en réalité, tu ne nous attires pas, tu n'auras jamais de chance. N'est-ce pas quelque peu une illusion néfaste pour un homme, ce que tu viens de... Pas ce que tu viens de dire, mais dans le sens genre, ce que tu viens d'avancer. Ben, je crois qu'il y a quand même plusieurs éléments là-dedans. Parce que moi, je connais des femmes qui sont avec des hommes, des femmes qui provide pour les personnes, pour leurs copains, littéralement. Donc, je pense que dans la vie, il y a du monde pour tout le monde. Ça, totalement d'accord. Donc, c'est un petit peu ça, parce que, moi, personnellement, c'est vraiment l'attirance. Puis, est-ce que j'étais avec quelqu'un qui... Ouais, mais je veux dire, oui, mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, je le ferais parce que je suis ailleurs, j'ai une graine plus entrepreneuriale. Donc, est-ce que c'est une question de genre ou une question de plus d'attirance ou est-ce qu'on est rendu où dans la vie? Tu m'avais posé cette question-là il y a 5 ans, j'aurais probablement répondu de façon différente. Puis encore là, moi, je connais des femmes qui sont avec des hommes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent qu'eux, puis que c'est bien correct aussi. Puis je connais des femmes qui sont avec des hommes qui font beaucoup plus d'argent qu'eux, puis c'est correct aussi. Je crois que chacun est attiré vers ce qu'ils aiment. Puis je crois pas que ce soit... Si l'homme se sent affecté par ça, ben je suis définitivement pas la bonne personne pour cette personne-là. Donc c'est plus un reflet sur eux que c'est un reflet sur moi, selon moi. Après ça, il y a d'autres femmes qui vont... Donc je pense que chacun doit trouver ça ou ses personnes. Opinion très respectable pour être franc. Merci. Quand tu penses aux hommes, tu penses à quoi? C'est quoi ton sentiment quand tu penses aux hommes en général? L'homme dans la société? Qui a beaucoup plus de privilèges que les femmes. Que ça, c'est des débats qui fluctuent. Parce que je crois que un et l'autre est oppressé à des degrés différents. Je crois que les femmes ont des obstacles devant elles, puis il y a des hommes qui ont des obstacles devant eux. Donc, c'est juste que c'est différent, tout simplement. Puis je crois que quand on parlait de féministes un peu plus tôt, les féministes, on les voit beaucoup du côté très, très droit, très, très gauche, complètement dans l'extrême. Mais à la fin, c'est l'équité envers tous. Puis je crois vraiment que les hommes aussi ont des moments où on parlait d'intelligence émotionnelle, c'est de l'oppression des émotions souvent là, qui est très, 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 très fermée. Puis, mais ça a des grandes conséquences sur les sociétés d'aujourd'hui. On le vit là, aujourd'hui, là, comme quand on parlait tantôt des... qui tue le plus, c'est les hommes. Est-ce que c'est parce qu'ils ont réprimé les émotions, est-ce qu'ils ne peuvent pas les partager? Alors là, c'est une question qui peut être débattable, bien sûr, mais je crois que chacun a des façons de... Ouais, pas des façons, mais plutôt des carcans dans lesquels ils sont souvent pris. Que la société nous met dans des boîtes. Enfin, c'est comme le film La Matrix, dans le sens que... Oh my God, oui. L'allégorie même de la caverne, c'est-à-dire qu'on te montre quelque chose, qu'on te dit c'est ça la réalité. Ouais. On te donne une illusion que tu as des options de choix, mais en réalité, tu n'as pas vraiment d'options de choix parce qu'on t'a formaté d'une certaine manière pour que tu prennes certains types de décisions, comme je l'avais bien expliqué auparavant quand j'avais fait ce magnifique repas pour toi. Qui était excellent. Mais oui, ça revient dans le fond au choix illusoire. Au choix illusoire. Donc souvent on pense
tu sais, souvent, quand on parle à des gens qui sont à l'extérieur dans l'Amérique, mais vous avez la liberté. Ça dépend sur quel type de liberté. T'sais. Mais par contre, sur est-ce qu'on a la liberté complète de nos choix, je ne crois pas. Je crois qu'on est beaucoup dans l'illusion. On est dans l'illusion. On fait des choix illusoires, ouais. Est-ce que... Je vois là, les numéros qui viennent de sortir, là. Est-ce que t'es la matrice? Est-ce que tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge? Red pill for life. je blague, mais comme... Tu dis qu'on est dans l'illusion d'avoir des choix. Ouais. Est-ce que t'es quelque peu... Pessimiste. désillusionné de la vie, c'est-à-dire que... Genre, que t'es déçu de la société, que t'en as juste marre de la société. Non, pas du tout. Je crois que encore là, c'est vraiment tout est expérientiel. Donc, je crois que la seule chose, c'est que avec le temps, tu vois les choses de façon différente, avec plus de profondeur, avec plus de nuances. Tu sais, aujourd'hui, tu comprends plus les raisons ou les conséquences des actions qui se sont passées avant et aujourd'hui, ce qui fait en sorte que, non, je pense pas que je suis désillusionnée. Je crois que les choix, malgré qu'ils sont illusoires à certains égards, j'ai quand même un sentiment que je choisis entre A, B ou C. Après ça, c'est de faire de façon le plus... conscient. Le plus conscient, c'est ça, exactement. C'est plus dans la conscience qu'on devient que... Puis je pense que ça shift aussi sur qu'est-ce qu'on on recherche. Pas on recherche, mais ce qu'on va gagner de l'expérience. Oui, mais gagner de l'expérience et du choix. Ok, je vois. Puis aussi, c'est des fois, c'est regarde, t'as 52 cartes dans ton paquet. Ben, tu choisis, tu prends le choix qui fait le plus de sens pour toi. Même si techniquement, théoriquement, on pourrait créer une autre carte qui serait encore meilleure pour toi, mais tu as juste le choix des cartes existantes. Exact. Mais c'est souvent ce qu'on fait, hein? On joue un jeu de poker, puis on a 3 cartes, on doit choisir si on draw ou si c'est un petit peu ça la vie. Est-ce que tu as choisi des bonnes cartes? Je crois que j'ai choisi les cartes que je pensais qui étaient le mieux au moment que je les ai choisies. Est-ce que tu as eu des belles cartes, à ton avis? Je crois que j'ai eu majoritairement des belles cartes. Je crois que j'ai pas toujours eu de la chance. Est-ce que la vie était trop sévère à ton égard? Je crois qu'on est à la hauteur de ce qui nous est apporté. On est aussi grand que les épreuves dans lesquelles on peut traverser. Ouais. Très belle phrase qui... philosophique, encore une fois. Non, ouais, bien sûr, qui résume bien, en fait, la beauté de cette conversation qu'on a eue. Ça fait déjà 1 heure? Ouais, c'est ça, exactement. J'allais résumer dans le sens qu'on a la marque fatidique du 1 heure. Et pour tous ceux qui savent, j'essaie de faire des épisodes de moins d'1 heure ou 1 heure. Donc, merci beaucoup, Julie, d'être venue aujourd'hui pour discuter avec moi par rapport à tous ces sujets qu'on a abordés. Le cancer, la mort, c'est quoi la mort? Expérience spirituelle. Mais ça a un terme en anglais, c'est Near Death Experience. Near Death Experience, exactement. Le re-questionnement, ne vous moquez pas de moi, il fait tard. le re-questionnement, l'acceptation de quelque peu une certaine fatalité qui vient avec l'existence même. Et ouais, je dirais que c'est pas mal de ça qu'on a parlé. Et moi, j'ai trouvé cette discussion extrêmement inspirante. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager aux gens qui écoutent ce podcast présentement? Bien, première des choses, merci beaucoup à toi. Vraiment, ça a été, comme on dit, on a quand même parlé 3 heures avant. Puis ça a été des sujets, là, on a fait plusieurs podcasts aujourd'hui parce que c'était vraiment super intéressant. Des très, très, très belles échanges, super inspirants par rapport à toi aussi. T'sais. Puis je pense que ce qui est important, là, c'est oui, la vie est sérieuse, oui, la vie amène des choses difficiles, mais de toujours le ramener au fait que
on est ici pour vivre des expériences, que ce soit négatives ou positives, mais que la vie est cyclique. Que même si là, aujourd'hui, c'est difficile, lâchez pas, ça va revenir vers le haut. Tu sais, c'est toujours une spirale ascendante. Donc, il y a des bas, mais il y a des hauts. Donc, tout ce qui descend va remonter, tout ce qui monte va remonter. Ouais, c'est ça, voilà. Amen. Hey. Amen. La fille a pas dit. Oui. Wow. Donc, merci encore d'être venu. Merci à toi. Et à la prochaine. Et si le message qu'on partage aujourd'hui est quelque chose qui t'a particulièrement touché, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Si tu penses que ce message peut impacter positivement la vie de quelqu'un d'autre, s'il te plaît, n'hésite pas à partager.